Donc, bonjour, Bonjour. enchanté. Donc, on va commencer tout de suite et on va commencer avec des petits détails sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, votre date de naissance et votre lieu de naissance, s'il vous plaît? Bernard Roussel, je suis né à Marseille, dans le sud de la France, comme vous savez, en mois d'août 1937. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut commencer peut-être avec une petite présentation de vous? Donc, où vous êtes né, votre éducation avant d'entamer notre discussion sur mai 68. Bon, je suis né dans une famille où mon père est décédé en 1942, ma mère était institutrice, donc nous avions des revenus modestes et nous avons été intégrés pendant la guerre dans un milieu protestant, dans une ville où les forces dominantes, c'était les communistes d'un côté, les catholiques de l'autre, et puis il y avait quelques centaines de protestants là. J'ai fait des études dans un lycée à Marseille et je suis parti à 17 ans à l'université de Strasbourg, où pendant 4 ans, j'ai fait des études en théologie protestante. Une 5e année en 1958-59, je l'ai passée aux États-Unis, près de Saint Louis, Missouri. Ensuite, après une année de préparation professionnelle au métier de pasteur, j'ai été volontaire pour partir en Algérie. Et ma femme et moi, nous avons été en Kabylie, à Alger, pendant les 2 dernières années de la guerre en Algérie, ce qui nous a valu quelques aventures et quelques difficultés, mais j'avais voulu partir en Algérie parce que tous mes copains, mes frères partaient comme soldats. Moi, j'étais exempté du service militaire, mais j'y suis allé. Nous avons dû quitter en octobre 1962. Une raison toute simple, il n'y avait plus de paroissiens protestants pour m'occuper. Et à ce moment-là, je suis revenu à Strasbourg, où j'ai repris des études d'histoire à la faculté de théologie protestante. Et j'ai commencé en 1962-1963 une thèse à Strasbourg, une thèse qui a été un peu retardée par les événements de 1968. À l'époque, j'étais assistant dans ma faculté. Une fois la thèse soutenue en 1971, je suis parti enseigner à Montpellier, où j'ai complété ma formation d'historien en préparant une licence d'histoire et en enseignant. Après 3 ans à Montpellier, je suis allé à l'université de Genève, 2 ans, puis je suis rentré à Strasbourg jusqu'en 1986, quand j'ai été élu directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris. C'est une institution, vous diriez, for advanced studies, où on accueillait à l'époque à la fois les gens qui préparaient un doctorat ou les gens qui avaient des compétences mais pas les diplômes. Et j'étais directeur d'études, ma chaire était spécialisée pour l'histoire de la Réforme et l'histoire de la Bible. Et je suis resté à l'École pratique des hautes études jusqu'à ma retraite. Ensuite, j'ai pris ma retraite. J'ai été rattrapé très vite par différents accidents de santé. Mais enfin, je vis toujours et je suis toujours au travail en histoire, avec quelques excursions dans l'histoire contemporaine. J'ai publié quelques pages sur mon séjour en Algérie. Je vous rencontre aujourd'hui. Alors, j'ajouterais qu'au cours de ma vie professionnelle, je suis allé assez fréquemment aux États-Unis ou au Canada.
puis dans quelques autres pays aussi. Donc je connais peut-être pas les très grands campus des États-Unis, mais je suis allé souvent. Je suis allé souvent au 16th Century Studies Conference à Saint-Louis, Philadelphie, différents lieux. Voilà. Vous savez tout sur moi, je suis marié et j'ai 2 filles qui ont 50 ans. Très bien, merci. Donc, vous avez quel âge en 68? En 68, j'ai 31 ans. 31 ans. Et vous finissez votre thèse à cette époque? Je suis en train de la finir. J'avais commencé en 64, puis ça avait un peu traîné et du coup, je l'ai fini. Ça a encore un petit peu traîné. Je l'ai fini en 1971 seulement. D'accord. Et donc, vous enseignez en tant qu'assistant aussi en même temps que la thèse. Alors, ce qui explique que je dois expliquer qu'à l'époque, les assistants étaient liés par contrat avec l'université, un contrat qui était renouvelé avec l'assentiment des professeurs et que de toute façon, au bout de 6 ans, il fallait partir. D'accord. Et est-ce que vous avez été actif dans le milieu politique, militantisme, avant 68? Alors, avant 68, oui, quand j'étais étudiant, dans le syndicalisme étudiant, j'étais actif dans les réflexions et les actions sur la guerre d'Algérie. Et puis, ouais, quand je suis rentré d'Algérie, j'ai été tout de suite lié au milieu qui essayait de reconstituer un mouvement socialiste. Ça ne s'appelait pas le parti. En 1965, ça s'appelait la Convention des institutions républicaines et j'ai passé quelques nuits à aller coller des affiches ou distribuer des tracts pour la Convention des institutions républicaines en Alsace, puisque j'étais à Strasbourg. En Alsace, où il faut le dire, j'en reparlerai, la vie politique était un peu écrasée par le gaullisme et par une certaine tradition de conformisme. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Oui, et les expériences ou l'expérience de la guerre d'Algérie a dû jouer un grand rôle dans votre politisation. Est-ce que c'était quelque chose de commun parmi vos amis, vos copains, vos camarades? Alors, nous avons eu différents types de réactions. Moi, j'ai été pris dans certains événements, dans certains moments de la guerre et de la guerre civile en Algérie, donc ça donne l'occasion de réfléchir. Et quand nous sommes rentrés en France, j'étais de ceux, et déjà ici je parle de 1968, de ceux qui étaient à la fois très critiques à la fois du pouvoir gaulliste et la manière dont il s'exerçait, et en second lieu aussi critique des grandes institutions au contact desquelles nous étions. Par exemple, le syndicalisme étudiant bien établi comme l'UNEF, on appelait ça l'Union nationale des étudiants de France, qui était partagé déjà de beaucoup de courants. Les mouvements de jeunesse, pour moi, c'était les mouvements de jeunesse protestants. Comme vous le savez peut-être, ou vous l'ignorez, dès 1962-1963, les mouvements de jeunesse ont éclaté. Et les mouvements catholiques, parce que les évêques ont voulu reprendre la main, et donc il y a eu des scissions au sein des mouvements étudiants, jeunes paysans catholiques. Ça a été la même chose chez les protestants, et souvent nous nous sommes retrouvés en dehors de ces mouvements. Ça ne veut pas dire que nous ne nous voyions pas, nous ne réfléchissions pas. D'accord. Et puis, alors, le mouvement, du moment que nous étions à l'université, moi, je suis arrivé dans une université de Strasbourg qui, en 1962,
pour toutes sortes de raisons. C'était la fin de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, c'était le retour de 600 000 personnes d'Algérie. Les effectifs des universités ont beaucoup grossi. Les universités n'ont pas trouvé tout de suite la solution pour répondre à un désir de démocratisation, et le pouvoir gaulliste s'est un peu trompé. En 1965-66, le ministre de l'Éducation nationale, c'était Fouché, qui sera après ministre de l'Intérieur, avait imaginé une réforme de l'université qui instituait une sélection à la sortie du baccalauréat. Alors ça, c'est le monstre renaissant dans l'histoire universitaire française. Il y a eu un très fort mouvement pour rejeter toute idée de sélection à l'entrée de l'université. Et Fouché, donc ça se traduit par des meetings, par des manifestations, par des publications. Et j'avais ma place là-dedans. D'accord. Donc, bien intégré dans le milieu politique étudiant avant les événements de 68. Alors, oui, je n'y exerçais qu'une petite responsabilité. Ça va vous paraître curieux, mais à la faculté de théologie protestante, qui n'était pas la plus grosse des facultés à l'université, il y avait quand même 400 ou 500 étudiants en comptant tout le monde. Il y avait un syndicat, une section du syndicat national de l'enseignement supérieur, qui à Paris était connu comme un syndicat de gauche, mais il se trouvait que presque tous mes collègues avaient adhéré à ce syndicat, dont j'étais le secrétaire général de la section. J'ai été démis un peu froidement de mes fonctions 8 jours après le début des événements de mai. Enfin, ça me donnait l'occasion de participer à la vie du syndicat national de l'enseignement de l'enseignement universitaire. J'allais demander justement, qu'est-ce qui a déclenché votre participation dans ces événements de 68? Comment vous avez vécu le début de cette crise? Alors là, on entre dans les conflits de l'histoire et de la mémoire. J'ai essayé de réfléchir et de relire, de me souvenir. Il y a eu des préliminaires à Strasbourg. L'histoire de Strasbourg est assez spécifique par rapport à ce qui s'est passé à Paris. Et généralement, quand on parle de 1968, on parle de Paris, on parle moins de Strasbourg. À Strasbourg, il est arrivé que ce groupe un peu mystérieux de philosophes, de surréalistes, de sociologues que l'on appelle l'international situationniste était représenté à Strasbourg. Mais enfin, elle était représentée. Elle était présente, mais elle a toujours, c'est dans la manière de ce groupe, qui est un petit groupe maximum de 70 personnes en Europe, c'est la manière de ce petit groupe de toujours critiquer et rejeter ceux qui se revendiquaient comme situationnistes. Il y a quand même eu quelques événements à Strasbourg dès 1966 liés à l'action de l'international situationniste, dont le projet était non pas de réformer l'université, non pas de réformer la société, mais c'était de détruire cette université d'aliénation pour la reconstruire, pour reconstruire quelque chose tout à fait autrement à partir de la spontanéité des gens et des conseils. Alors, à Strasbourg, cela veut dire que des gens proches de l'international situationniste, profitant de la passivité de la majorité des étudiants, se sont fait élire au bureau du syndicat étudiant de Strasbourg, qui est une association fédérative de toutes les facultés, qui était une assez grosse affaire parce qu'elle possédait une grande cité universitaire,
un restaurant universitaire bien connu, la Gallia, un centre de loisirs en Corse et quelques autres choses comme ceci. Et une fois élus au bureau, ces gens ont mis en œuvre les procédures les plus légales pour dissoudre l'association fédérative des étudiants en théologie, des étudiants de Strasbourg, en gros pour faire table rase. Ça a suscité des sentiments d'horreur parce que les gens étaient pris au dépourvu et il y a eu un procès. Finalement, la justice a trouvé un moyen pour invalider cette décision. Mais le processus a continué en 66, 67 encore. Si ça ne pouvait plus être dans l'association fédérative des étudiants, ça avait continué à la mutuelle nationale, c'est-à-dire l'organisme qui gère les questions de santé. On avait créé dans le cadre de cet organisme un bureau d'aide psychologique, c'est-à-dire des psychologues au service des étudiants. Et je pourrais vous lire le texte. Un des responsables de ce bureau, acquis aux thèses situationnistes, a aussi décidé la fermeture de cet instrument de police, de contrôle, de normalisation. Alors, ma femme et moi, nous connaissions bien cela parce que nous étions responsables de la permanence du planning familial à l'époque où la pilule pouvait être diffusée. Il fallait surtout pas parler d'avortement, bien que l'avortement se pratique. Mais donc, nous avions comme vis-à-vis et comme superviseur le direct, celui qui a dissous ce bureau d'aide psychologique. Cela veut dire qu'on se rencontrait souvent. C'était un gars très sympathique, Bernard Berpiova. Nous avons beaucoup discuté, donc on était un peu au courant de ce qui se passait. Dans un équilibre un peu difficile, parce que nous étions à la fois spectateurs, intervenants, pas totalement convaincus par les thèses qui étaient défendues. Voilà pourquoi j'étais mis dans le milieu. Et lorsqu'on pense à 68 à Strasbourg, on fait référence souvent aux situationnistes et surtout la publication de la misère étudiante, etc. Oui. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de soutien pour les situationnistes à l'époque ou est-ce que c'était vraiment juste un petit nombre de personnes qui dominaient en fait C'était un groupe. Alors, il faut bien dissocier parce qu'ils ont eu des disputes absolument terribles. Il y avait les gens de l'international situationniste, ils étaient 6 à Strasbourg, puis ensuite très vite, en janvier 68, il y a une scission, il n'y en avait plus que 1 ou 2, mais il y avait autour ceux qui se réclamaient ou faisaient référence à l'international situationniste. C'était des brillants intellectuels, c'était surtout des activistes. Mais en fait, ils ont beaucoup inquiété, disons, les autorités et le public strasbourgeois, mais ils n'ont pas véritablement pris la main sur le mouvement qui s'est développé à Strasbourg, qui est un mouvement très vite. Bon, il y avait de l'agitation, le livre de la misère en milieu étudiant contenait des observations justes, mais il avait aussi beaucoup ému les gens. Mais très vite, à Strasbourg, dès la première semaine, par exemple, je m'explique, une thèse situationniste, il faut abolir, fermer l'université et la reconstruire à partir des conseils et des conseils étudiants. Vieux souvenir aussi des soviets de 1901. Bien sûr, il y a eu très tôt un conseil étudiant à Strasbourg, mais tout son travail a été vite orienté vers les problèmes de reconstruction de l'université, c'est-à-dire une perspective, je dirais, syndicale,
radicale, mais c'est dans cette voie-là que le mouvement s'est engagé. Et du coup, les situationnistes ont trouvé que c'était la trahison la plus totale, donc ils ont dénoncé tout cela. Ils étaient là, ils sont revenus plusieurs fois pour des actions de provocation. Moi, j'en ai retrouvé un ou deux dans quelques incidents, mais ce n'est pas eux qui ont donné le ton. C'est ensuite, dans la mémoire de 68, que les journalistes et les hommes politiques, quand ils évoquent 68, parlent des situationnistes. Je pense qu'ils n'ont pas lu 3 lignes de ce que Guy Debord ou Van Eygen ont pu écrire. C'est très intéressant. Et, à Paris, le mouvement a été submergé au départ par la violence qu'il a engendrée ou par laquelle il a été contré. Et il a été très vite politisé. À Strasbourg, la violence recherchée n'est apparue que très tardivement, le 22 mai, donc tout à la fin. Et quand même, tout le mouvement, une bonne partie du mouvement s'est orienté vers une réflexion, une tentative de substituer à l'université classique d'autres formes de vie universitaire. D'accord. On va peut-être revenir sur les questions de la mémoire collective plus à la fin. Mais j'aimerais explorer un peu plus votre expérience pendant ces événements. Donc, comment avez-vous vécu ces événements? Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces événements? Alors, sur le plan totalement subjectif, ce fut pour moi un très beau mois de mai. Parce que, d'abord, il était très beau. Ensuite, j'ai traversé ce mois avec des gens dont j'ai fait connaissance ou que je connaissais déjà, avec lesquels nous sommes liés. Comme j'étais assistant et déjà un adulte, nous étions de ceux qui ont un peu veillé à ce que les choses ne tournent pas trop mal dans les manifestations ou sur les toits du palais universitaire où il fallait un peu veiller le soir. J'ai assisté à beaucoup de réunions, de conseils. Alors là, c'était pas toujours très passionnant, mais je n'ai pas du tout vécu ces événements sur le mode dramatique, sauf dans les derniers temps, c'est-à-dire la fin du mois, quand De Gaulle, revenu de son escapade à Baden-Baden, a provoqué des élections législatives. J'étais de ceux qui dénonçaient les élections. Mes collègues, notamment les professeurs, appréciaient le retour à l'ordre républicain. J'étais en froid avec des collègues, très en froid avec des collègues sur ce que devait faire un syndicat universitaire. Alors là, c'est devenu un peu plus difficile. Mais pour moi, pour ma femme, et puis mes petites filles avaient à l'époque 6 et 3 ans, le mois de mai s'est terminé dans les collines autour de Strasbourg, autour d'un bon méchoui et sous les cerisiers. On n'était pas heureux de la manière dont ça se terminait, un peu trop vite et un peu mal, mais on n'était pas non plus catastrophés. Donc ça, c'est les souvenirs subjectifs. Alors, je dois dire que de ce mois de mai, je conserve des liens et des amitiés très fortes avec des gens très divers. Quand ce sont des contemporains, hélas, un certain nombre sont déjà décédés, mais un certain nombre d'étudiants qui étaient plus jeunes, qui sont devenus des adultes, sont restés des amis très proches, bien qu'ils aient suivi des chemins très différents. En particulier, je pense notamment à ceux qui ont pris la voie la plus difficile, mais c'est la voie que des étudiants ont pris en 1970-72 sous l'influence des maoïstes, celle de quitter l'université, d'aller vivre en communauté, de vivre de son travail à l'usine, de ses mains dans la terre. Bon, on n'a pas réussi à les faire revenir sur ces choix-là. Souvent, c'était des beaux étudiants, mais on est resté en relation et nous le sommes encore aujourd'hui.
Et justement sur cette question de lien entre la vie étudiante et la vie ouvrière, donc souvent dans l'histoire dominante de 68, on dit qu'il n'y avait pas de contact entre les ouvriers et les étudiants. Est-ce que c'était le cas à Strasbourg? Alors, à Strasbourg, traditionnellement et à cause des systèmes de formation, l'université avait sa place dans la ville, mais n'avait pas beaucoup de contact avec les organisations ouvrières ni avec la population ouvrière. Ça a été à Strasbourg comme à Paris un souci qui est apparu dès la première semaine et tout ça, ça a culminé au moment de la grève générale le 13 mai avec un grand meeting ouvriers, étudiants sur la place de l'université, un grand meeting organisé par l'Humanité dans un des grands halls de la ville de Strasbourg. Mais les autres initiatives, par exemple, envoyer des groupes d'étudiants aux portes des usines pour discuter avec les étudiants, avec les ouvriers, ça a été un échec. D'une part, les syndicats ouvriers étaient très réticents. Le PC, le Parti communiste, était lui-même regardait ses étudiants là quand même de loin. Et puis ce qui s'est passé, c'est-à-dire le non-respect, un certain nombre de fois, le non-respect des lieux ou des personnes, casser des choses. Le 22 aller casser, tout faire pour aller s'opposer à la police, tout ça, ça heurtait une opinion des ouvriers de Strasbourg qui n'y trouvaient pas leur bien. Simplement, quand même, je dois ajouter que au moment de la grève générale, il m'est arrivé de parler, puis après avec des gens, beaucoup ont été étonnés d'arriver à lancer une grève générale à Strasbourg, y compris des chemins de fer, c'était le summum. Et à ce moment-là, avec certains interlocuteurs, sont revenus des bribes de la vieille mémoire sociale des Strasbourgeois. À Strasbourg, il y a eu des soviets et des conseils ouvriers en 1918 et dans d'autres villes. Et puis, il y a eu un moment un maire communiste. Alors, à ce moment-là, des choses sont revenues au jour, mais la rencontre ouvrier-étudiant est restée assez programmatique. D'accord. Vous avez mentionné la question de la violence, là, et souvent on a ces images des voitures brûlées à Paris, les barricades, etc. Quelle est la relation avec la violence à Strasbourg en 68? Alors, dès le 3 mai, un peu parce qu'on a agi par solidarité avec les Parisiens aussi, bien sûr, dès le 3 mai, il y a eu des cortèges à travers la ville de Strasbourg qui ont impressionné, si j'ose dire, qui ont impressionné le bourgeois. Il faut se représenter la topographie de Strasbourg. Au centre, enfin, le centre de l'action, c'était le palais universitaire construit sous Guillaume Ier. Ensuite, on passait les ponts et on pouvait faire le tour du centre-ville par les quais et une ou deux grandes avenues. Ce qui fait que le cortège était très visible, mais le fait de passer les ponts et d'entrer dans la ville, ça avait aussi une valeur symbolique très forte. Alors, les cortèges se sont bien passés. Les seuls échauffourées qui ont eu lieu dans les 15 premiers jours, c'était près du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, c'était pas, il y avait d'autres journaux, mais c'était le principal, qui était régulièrement accusé de ne pas rendre compte suffisamment bien de ce qui se passait. Mais les Dernières Nouvelles d'Alsace ont toujours été très bien protégées par la police. Alors, ce qui fait qu'on arrivait vers la fin du mois de mai, et il y a eu, au fond, deux types de provocations. D'une part,
le matin du 22 mai, donc on est loin déjà dans la chronologie. Sur le monument aux morts de Strasbourg, on a trouvé écrit à la peinture rouge le mot « révolution ». Or, vous le savez peut-être, le monument aux morts de Strasbourg, c'est Strasbourg, ne porte pas l'inscription « Mort pour la France », il porte l'inscription « À nos morts », et c'est un symbole qui est déjà très lourd parce qu'il rappelle l'histoire très compliquée de l'Alsace. Et ce mot « révolution » s'est apparu véritablement comme un blasphème. Dans des départements, il y a 3 départements, il y a encore une loi contre le blasphème. Alors, les anciens combattants et les partis gaullistes et comités d'action civique qui s'étaient créés ont organisé une cérémonie d'expiation, de repentance devant ce mot révolution, mais comme de l'endroit où il y a ce monument aux morts, la place de la République, on voit le palais universitaire où il y avait à l'époque un magnifique drapeau rouge. Le drapeau a beaucoup changé, il était noir, il était rouge. Là, c'était rouge. Une manifestation s'est organisée, conduite par les gaullistes et les anciens combattants, qui s'est terminée par une violente échauffourée au palais universitaire avec du vandalisme. Ça a été une première manifestation de violence. La veille, attendez, je crois que je suis un peu, je ne vais pas trop mêler dans la chronologie, mais c'est dans ce contexte que des étudiants, en particulier des anarchistes avec qui j'ai discuté très très longtemps sans gagner, ont trouvé que les bourgeois de Strasbourg décidément étaient passifs et ne répondaient pas assez au mouvement. Et que pour qu'il y ait une réponse de la ville, il fallait, dans leur langage, il fallait qu'il y ait des morts. Alors un soir, alors qu'il y avait un meeting au palais universitaire, ils ont chauffé la salle et ils sont partis à 300 ou 400 sur une place du centre-ville à Strasbourg, la place Kléber, qui est aussi un bon lieu symbolique. Et ils ont monté, les pauvres, ils ont monté une barricade. Et la petite histoire dit qu'ils ne savaient pas de quel côté de la barricade se mettre. Un peu plus tard, ils en ont construit une seconde. Mais alors là, la police a immédiatement chargé, qui ne voulait absolument pas de cela, avec l'accord des autorités de la ville et du préfet, a chargé. C'était violent. Il y a eu des blessés étudiants, une vingtaine, des blessés dans la police. Mais le lendemain matin, mes interlocuteurs anarchistes triomphaient. Les bourgeois de Strasbourg en parlaient. Et les bourgeois de Strasbourg prenaient enfin parti pour ces pauvres étudiants auxquels on avait fait du mal. Mais ça, c'était un peu la provocation pure et simple pour tenter d'entraîner une opinion publique un peu distante, mais qui n'avait pas il n'y avait pas d'autres motifs. À Paris, il y avait d'autres motifs pour lancer les grands cortèges qui se sont affrontés en barricade contre la police parisienne, mais pas à Strasbourg. Et la fois où nous avions un vrai motif de faire un cortège et de nous opposer fortement à l'ordre établi, c'était pour permettre le retour en France de Cohn-Bendit. Cohn-Bendit avait été expulsé, il était en Allemagne, on avait dit il veut rentrer. Et le bruit a couru qu'il rentrerait par Strasbourg. Alors nous avons eu un très grand cortège qui est allé sur le pont de Kehl, c'est le pont qui est entre Strasbourg et l'Allemagne. À l'époque, l'espace Schengen n'existait pas, c'était donc une frontière. Mais on nous a laissé nous établir sur le pont. Les gens étaient parfaitement... Il y a eu des chants, il y a eu des slogans, et rien ne s'est passé parce que Daniel Cohn-Bendit n'est pas passé par ce pont-là, et ce jour-là, il est rentré en France par Forbach. Mais cet après-midi-là, nous étions tous juifs et nous étions tous allemands. Et donc, il aurait pu y avoir violence, mais là, les autorités, la police, les gens qui étaient là ont eu une espèce de retenue. Il n'y a pas eu de violence. Et ce retenue, ça vient d'où?
C'est dans les mœurs à Strasbourg. C'est pourquoi il y a ce mai 68 beaucoup plus conservateur. Parce que bon, il y aura encore un incident violent au palais universitaire quand décidément le recteur, le maire et le préfet ont décidé qu'il fallait évacuer tout à la fin du mois de mai enfin le palais universitaire parce qu'il y avait quand même du vandalisme et des choses qui étaient cassées, qui étaient volées, qui étaient abîmées. Mais les étudiants, du moins la partie des étudiants qui étaient entraînés dans le mouvement, il faut penser que quand même, d'après les chiffres, là j'en ai relu, 30% des étudiants n'ont jamais participé à rien, donc étaient soit chez eux, soit tranquilles. Ensuite, pesait très fort à partir du 15 mai la question des examens, qui refroidissait aussi un peu les enthousiasmes. Et il y avait quelques groupes violents, mais la majorité des étudiants n'étaient pas violents. S'ils étaient comme moi, c'est un des souvenirs que j'avais emporté d'Algérie dans ma valise, c'est que on ne me retrouverait plus dans des affrontements violents avec la police. Parce que à ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on fait. D'accord. Et donc, dans l'occupation du palais universitaire, comment vous avez vécu cette occupation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel a été votre rôle dans cette occupation? Ben, moi, j'ai secrétaire d'une section syndicale d'une faculté qui était dans le palais universitaire. J'ai signé l'affiche qui proclamait l'occupation du palais universitaire au moment où tout le monde le faisait, c'est-à-dire je pense que c'était le 5 mai ou le 6 mai, avant que ne soit proclamée l'existence d'un conseil des étudiants d'abord, qui allait mettre en place un conseil universitaire qui serait l'institution qui allait tout reconstruire après abolition de toutes les autres institutions universitaires. Donc, on a décrété l'occupation du palais jour et nuit, un peu pour avoir un lieu où se réunir et où travailler, et un peu pour affirmer que nous avions les étudiants et puis un peu le prolétariat universitaire, nous avions voix au chapitre. Alors, cette occupation, elle s'est... En gros, elle s'est assez bien passée. J'ai même un collègue qui était tout à fait résolument contre cette décision, qui est venu m'apporter une fiasque d'alcool en me disant « Cette nuit, vous en aurez peut-être besoin ». C'était tout à fait gentil. Non, on a veillé, on a formé des groupes qui surveillaient un peu ce qui allait se passer dans le palais. Comme ça qu'une nuit, j'ai rencontré un de ceux qui tournait autour des situationnistes et qui rôdait autour des portes des bibliothèques. Alors je me souviens m'être approché de lui et je lui ai dit « Bernard, tu ne mettras pas le feu à ma bibliothèque ». Alors il m'a regardé et il est parti d'un grand éclat de rire et il m'a répondu, je m'appelle aussi Bernard, « Bernard, tu vois comment tu es attaché aux choses ». C'est-à-dire que dans le discours, il reprenait la barre sur moi. Et en fait, dans le courant du mois, il y a eu un seul grand incendie, mais c'était un peu un incendie expiatoire. Un groupe est allé, il y avait un hangar où étaient entreposés les anciens décors du théâtre municipal. C'était sur le campus. Ils sont allés mettre le feu à ce hangar et on a compris qu'ils ne mettraient pas le feu à l'université ce jour-là. Mais alors l'occupation, elle a permis effectivement d'avoir toutes sortes de meetings, toutes sortes de débats, de rencontres. On a même découvert à cette occasion-là que le palais universitaire avait des sous-sols absolument immenses et inemployés. Et 7 ou 8 ans après, ces sous-sols sont devenus des bibliothèques, des salles de cours, du bon emploi de l'occupation des locaux.
Donc, dans l'histoire dominante de 68, lorsqu'on pense à ces occupations, on a ces images qui viennent de ces étudiants dans ces meetings interminables où on est en train de refaire le monde. Mais quel est le sujet dominant de ces débats, de ces discussions à Strasbourg? Alors, surtout la première semaine a été si j'ose dire, a été très constructive dans un certain désordre. D'une part, très vite, Strasbourg les responsables un peu il n'y a pas eu d'élection, auto-désignés ou acceptés du mouvement. À l'issue des premiers meetings, on a proclamé l'autonomie de l'université de Strasbourg. L'autonomie d'une université, c'était une critique, c'était un thème qui courait déjà depuis fort longtemps dans un système universitaire très centralisé, où c'était le ministère qui donnait les budgets, attribuait les créations de filières de formation, créait les postes. Et les universités recevaient ou acceptaient. La revendication d'autonomie, là, était très forte. Et elle était partagée par un homme clé de la situation à Strasbourg, pour qui moi j'ai gardé une très grande admiration, qui était le recteur Bayen. Et le recteur partageait ou comprenait la revendication d'autonomie. Pas tout à fait comme les étudiants pensaient devoir la réaliser, mais que les universités soient maîtres un peu de leur destin, c'est-à-dire de leur budget, des nominations, de leur formation, c'était quelque chose qu'ils comprenaient. D'ailleurs, ça c'est l'histoire, c'est le temps long de l'histoire, maintenant nous sommes en 2016, autour de 2010, l'autonomie, une autre forme d'autonomie a été donnée à toutes les universités de France, avec un problème qui est un énorme problème financier, mais ce problème de l'autonomie, ce qui fait que les étudiants ont mis en œuvre, ont réfléchi pendant la première semaine sur ce concept d'autonomie qui n'était pas du tout ni inconnu, ni marginal, ni inacceptable. Le problème, c'est quand les étudiants sont arrivés avec le projet d'autonomie, qui disait, eh bien maintenant, plus de conseils d'université présidés par un doyen, où seuls se retrouvent les professeurs d'université. On forme un conseil universitaire paritaire avec les étudiants, tous les travailleurs. À ce moment-là, le recteur, les professeurs n'ont plus reconnu leur notion de l'autonomie. Donc, le conflit a plusieurs fois rebondi, y compris lorsque le recteur, constatant cette revendication d'autonomie et recevant des textes et recevant des étudiants, a eu un entretien téléphonique avec le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque c'était Alain Peyrefitte, et lui a expliqué qu'il fallait donner de l'autonomie aux universités. Et le recteur est venu rendre compte aux étudiants. Mais là, on s'est aperçu que de nouveau, il y avait un contresens, parce que le recteur partait sur la piste d'une autonomie de l'université bien réglée, bien distribuée, bien agencée. C'est pas ce à quoi pensaient les étudiants. Alors, du coup, manifestation, cri contre le recteur, c'est un traître, mais ça a plusieurs fois rebondi. Mais ensuite, il y a eu, écoutez, il y a eu, comme vous dites, des réunions interminables. Quelquefois, ça tournait un peu au procès révolutionnaire, quand il y avait des profs qui venaient. Mais, par exemple, sur le partage enseignant-enseigné, à la fois dans la gestion des facultés et dans les processus de transmission du savoir. En 1968, le cours magistral était la règle. Bien là, il y a eu des choses banales ou nouvelles qui ont été dites. Quand vous pensez
à la création du centre universitaire de Vincennes, juste après les événements de mai 68, où on a mis en valeur l'interdisciplinarité, le travail coopératif ou collectif, l'accueil dans les universités de gens qui n'avaient pas les diplômes pour y entrer, c'est-à-dire qui n'avaient pas le baccalauréat. On s'aperçoit que toutes ces discussions qui étaient souvent désordonnées, voire quelquefois injurieuses ou violentes, il en est resté quelque chose. Et aujourd'hui, c'est d'une banalité extrême que de parler d'interdisciplinarité, que d'ouverture de l'université aux travailleurs ou aux gens qui n'ont pas la formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le laboratoire à Strasbourg, je crois, pendant les 8 ou 10 premiers jours, tout ce travail, ça venait pas de nulle part. Il y avait des gens qui y avaient pensé contre le pouvoir des professeurs. On avait déjà eu l'occasion de manifester plusieurs fois notre mauvaise humeur. Mais là, des choses se disaient qui prenaient forme, qui ont fait leur chemin. Et pour vous, en tant qu'assistant, parce que vous vous trouvez un peu entre les étudiants et les professeurs, comment vous avez vécu cette situation assez... Oh, pas toujours très bien, parce que le doyen de ma faculté était aussi mon voisin, là où j'habitais, et puis il a été souvent pris à partie. Oh, moi, à cause de la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient mon âge. Donc, j'étais plus près d'eux pour toutes sortes de choses. On allait faire de la montagne ensemble. J'étais plus près d'eux que des professeurs pour lesquels j'avais du respect pour leurs compétences et leur savoir. Pour leur manière de faire, beaucoup moins. Non, il y a eu des incidents, des frottements. Est-ce que la participation des assistants a ajouté un peu de crédibilité au mouvement étudiant? Je crois parce qu'on était au contact de deux milieux, donc on pouvait quelquefois expliquer, mais comme secrétaire d'une section syndicale, j'avais pu me convoquer dans notre faculté une première assemblée générale paritaire, un premier conseil paritaire étudiants-enseignants. Et ensuite, c'est devenu, on a été long à trouver la formule, mais la participation des étudiants au conseil de faculté, c'est devenu la norme. Pas toujours réussi. Non, ça s'est passé ça n'a pas toujours été facile, mais moi, je veux dire, sur le plan universitaire, ça a été assez positif, mais à ce moment-là, surgiront les situationnistes ou les proches des situationnistes qui diront que je n'ai absolument rien compris. Il ne s'agissait pas de changer l'université, il s'agissait de changer la société. Et pour ça, on n'a pas avancé d'un pouce dans ce débat. Donc, juste pour changer un petit peu, un élément très intéressant dans des études sur 68 est la situation internationale. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez au courant ou ce qui s'est passé ailleurs dans le monde jouait dans le déclenchement, dans le déroulement des événements à Strasbourg? Alors, là, certainement, et je dois dire que les affiches et les publications de l'Internationale situationniste y ont aidé, puisque dès 1966, on était informé par eux et plus ou moins directement de ce qui s'était passé, par exemple, à Berkeley. Et l'Internationale situationniste nous disait, eh bien voilà, quand les étudiants américains mettent en cause dans une université comme Berkeley l'enseignement qu'ils reçoivent, leur formation, c'est pas l'université qu'ils mettent en cause, c'est toute la société américaine qui est en cause. Ensuite, nous étions partie prenante aux différents mouvements contre la guerre du Vietnam. Et donc, à ce moment-là, il y a eu plusieurs rencontres internationales. On était au courant de ce qu'il y a, les gens se rencontraient et les choses se disaient. Il y avait eu en février 68, je crois, un congrès contre la guerre du Vietnam à Berlin où se retrouvaient
Cohn-Bendit, Rudi Dutschke, qui était assassiné 2 mois après. Et donc, nous étions mobilisés sur ces pistes et ça créait des liens. Et il y avait, à l'époque, il y avait relativement peu d'étudiants étrangers à l'université de Strasbourg. Il y avait 800 ou 900 étudiants étrangers pour 25 000 étudiants. Maintenant, la proportion d'étudiants étrangers a considérablement augmenté. Mais nous n'étions pas totalement isolés de ce qui se passait au niveau international. Et est-ce que ça a aidé? Est-ce que vous vous sentez comme faisant partie de quelque chose beaucoup plus grand que Strasbourg, que la France? Non, à Strasbourg, on a beaucoup travaillé sur Strasbourg, mais Strasbourg, plusieurs fois, puisqu'ils étaient un peu en avance sur les questions d'autonomie, de création de conseils, ont tenté et réussi à réunir les autres universités françaises. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'événement international majeur pendant cette période. L'événement majeur que je connais, c'est un malheureux étudiant en philosophie, en théologie, qui venait de République sud-africaine, qui a voulu, pour des questions de délai, soutenir sa thèse pendant le mois de mai 68. Alors, il a soutenu sa thèse au palais universitaire et il m'a supplié, j'ai pris une photo de lui à la sortie de la soutenance de thèse sous le grand drapeau rouge qui était sur la façade du palais universitaire. Alors là, il m'a supplié et fait promettre que jamais je n'enverrai cette photo en République sud-africaine. C'était, bon, ça c'est l'anecdote, mais non, il n'y avait pas de... Ouais. Les différentes voies pour atteindre l'international étaient très perturbées par la critique, pas seulement des situationnistes, mais des groupes radicaux qui s'étaient créés après la scission des mouvements communistes. Donc, il n'était plus question d'aller en RDA, voire mis en œuvre le nec plus ultra de la société socialiste. Bon, il y avait des obstacles qui avaient été mis. Vous avez mentionné plusieurs fois la différence entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé à Strasbourg. Quelle est la relation entre Paris et Strasbourg à l'époque et est-ce que vous pouvez développer un peu ces différences? Ouais. Au point de vue nous étions des universités à Strasbourg comme à Paris, sous le même régime centralisé. Ensuite, les gens de Paris, dès les premiers incidents à Nanterre, ont tenu à informer les autres universités de ce qui se passait. Ce qui fait qu'à Strasbourg, les premières manifestations, les premiers rassemblements étaient à l'occasion de ce qui s'était passé à Paris. D'autre part, il y avait au centre, ou au début, en tous les cas à Paris, au centre des incidents, des personnalités qui étaient bien connues à Strasbourg. Par exemple, le philosophe Paul Ricoeur, qui était à Nanterre, mais qui avait été pendant très longtemps professeur de philosophie à Strasbourg. Et donc, on tendait une oreille très attentive à ce qui se passait à Paris. Ceci dit, il y a toujours eu un décalage entre ce qui se passait à Strasbourg et ce qui se passait à Paris. Malgré, il y a eu des voyages et des allées-venues, mais il n'y a pas eu l'équivalent. À Paris, très tôt, les étudiants, je veux dire que c'était des masses d'étudiants à Paris, hein, des cortèges de 200 000 étudiants, ils ont eu très tôt le sentiment qu'ils s'en prenaient non seulement aux autorités universitaires ou aux maires, mais à l'État, et à l'État gaulliste. Donc il y a une... ça a quelquefois tourné au vertige, mais il y a eu tout le relais politique qui a été pris à la fin du mois de mai, au moment du rassemblement de Charléty, ou quand Mitterrand a proposé sa candidature.
tout ça, ça faisait vibrer les foules parisiennes. Pour nous, de Strasbourg, ça nous semblait on était plus en retrait, ça nous semblait plus lointain. Ça ne nous faisait pas totalement vibrer. Avec quand même la grande inquiétude quand De Gaulle a organisé sa disparition pendant 2 jours. Mais... Il a organisé sa disparition, ça c'est intéressant. Oui, aux hommes politiques. Il est parti avec son gendre en laissant un message à Pompidou en disant « je vous embrasse », en ne disant pas à Pompidou, le Premier ministre, où c'est qu'il allait. Hein. Il allait chez le général Massu. J'allais juste demander comment avez-vous senti la gestion de cette crise par les hommes politiques à l'époque, que ce soit De Gaulle, bien sûr, Pompidou, Mitterrand, Mendès France. Nous avons trouvé, là où j'étais, nous avons trouvé très malhabile la gestion de la crise à ses débuts, en son milieu, à la fin, par le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte. C'est un homme très intelligent, c'est un homme brillant, mais je crois qu'il n'a pas compris ni les enjeux, ni les moyens qu'on pouvait avoir pour rétablir des liens, ouvrir des discussions. Il était très cassant, c'était dans le régime. Quand est venue la prise en main, enfin la possible prise en main par les politiques de toute l'affaire, c'est-à-dire après les accords de Grenelle et tout ça, moi j'étais de ceux qui trouvaient malencontreux la présence de Mendès France à Charléty. Ça avait été une présence discrète, il avait dit « je ne prendrai pas la parole, c'est un meeting syndical, pas politique ». On a un peu regretté qu'il y soit parce que Mendès France était porteur de beaucoup de nos espoirs encore. Et quand on a vu que derrière se profilaient tous ceux qui avaient été compromis dans la politique algérienne, y compris Mitterrand, moi j'étais de ceux qui n'ont pas aimé. Et puis, quand on a dit au moment des élections, eh bien on ne va pas voter, on va s'abstenir, parce que vous connaissez le slogan « élection piège à con », les plus anciens, et notamment les professeurs, nous ont fortement pris à partie. Enfin, on pouvait avoir nos opinions, mais pas les répandre. Et puis à la fin du mois, oui, voilà, donc on était un peu dépité de voir qu'on retombait, les élections, l'Assemblée nationale, on retombait dans les formes classiques de la politique jusqu'au moment du dernier référendum de Gaulle et de son départ, qui allait faire un peu rebondir les choses, mais ça, on ne le prévoyait pas encore. On aurait aimé que De Gaulle parte. Alors, la satisfaction, ça a été la loi sur l'enseignement supérieur qui a été prise dès le mois de juin par cet homme aussi très brillant, une vraie girouette qui s'appelait Edgar Faure, qui a su insérer dans une loi un certain nombre de revendications. Il était question d'autonomie, il était question d'interdisciplinarité. Ça calmait pas les gens, mais les gens ont dû aller passer leurs examens, vont prendre du travail. Et alors, c'est après que la situation s'est beaucoup durcie, parce que tous les fragments des syndicats, des grands partis politiques qui avaient éclaté déjà avant 68 ou pendant 68, se sont beaucoup radicalisés et durcis. Et c'est là qu'il y a eu les grèves longues dans des usines à Paris, à Renault, dans le pays de Montbéliard, avec des incidents et des morts, qu'il y a eu des affrontements très violents. Mais ça, c'est l'après 68, 70, 71, 72. Ça a duré quand même 3 ans, où ça a été... Souvent, ça a pris des allures sinistres pour ceux qui étaient impliqués. D'accord. Donc, lorsque vous partez en vacances en juillet 68,
quel est le sentiment qui domine? Est-ce que c'est l'échec? J'avais Est-ce que c'est soulagement? j'avais dit que je ne partirais pas en vacances, et puis il y avait mes filles. Finalement, nous sommes partis en août sur la plage en Bretagne. On était content on était content de se reposer. Il y avait une masse de choses auxquelles il fallait réfléchir. Mon travail avait pris du retard. Et puis, il y a une question que vous ne m'avez pas posée, alors moi je vais la poser. On a écrit que la révolution de 68 était athée, c'est-à-dire que la religion n'avait rien à y voir. Or, il se trouve que Strasbourg est une ville où en 68, les églises protestantes, catholiques et la synagogue juive avaient quand même une capacité d'emprise sur les gens, en tous les cas de présence. Alors nous, d'autant plus que j'étais dans la faculté de théologie, nous avons essayé d'introduire mai 68 dans les églises. J'ai essayé d'aller lire un texte, je crois que je vous l'ai envoyé, dans une église dont je me suis fait chasser. Et pour moi, parmi les sujets de méditation que j'ai eu pendant l'été, c'est à partir de ce moment-là que j'étais déjà en rupture avec les églises, tout en étant en faculté de théologie et en prenant d'autres chemins. Donc les choses se sont accélérées. Par contre, il n'y a pas eu à Strasbourg, je crois que peut-être que vous le savez ou ça peut vous intéresser, il n'y a pas eu à Strasbourg d'événements comme ce qu'on a appelé l'Eucharistie de la Pentecôte 1968 à Paris, où des personnages comme Théodore Monod, comme Paul Ricoeur, comme Madame Garrigou-Lagrange, c'est-à-dire soit des personnalités de haut rang, soit des penseurs, ont décidé de célébrer, catholiques et protestants, une Eucharistie commune, si j'ose dire, un peu dans le feu de l'action, contre toutes les règles canoniques catholiques, contre toutes les recommandations des autorités protestantes. Ils s'en sont ensuite autorisés. Mais c'est assez intéressant. Ils ont été comme pris par une sorte d'enthousiasme auquel ils ont donné une forme qui leur était familière à l'époque, c'est-à-dire une forme religieuse. Ils ont célébré une Eucharistie, ils ont construit, j'en ai le texte ici, ils ont construit une liturgie. Alors des choses comme ça ne s'est pas produit à Strasbourg. C'était, à part aller lire des textes et essayer d'entraîner des gens dans les églises, voilà, on ne s'est pas manifesté autrement sur ce plan-là. Est-ce que vous avez un souvenir de la réaction de vos parents? Alors, je n'avais plus mon père, je n'avais que ma vieille mère, enfin ma mère vieillissante, qui était très méfiante à mon endroit, d'une part parce qu'elle avait déjà finalement, j'avais été pris une première fois en train de distribuer des tracts, mais c'était longtemps avant, en 1958, contre la venue de De Gaulle au pouvoir. Et puis, je sais pas, moi j'étais aux États-Unis et les gendarmes étaient venus chez elle, c'est elle qui avait payé l'amende. Et une fois à la télévision, on a vu, au moment des informations, on a vu un groupe d'étudiants et d'enseignants qui discutaient et on m'a vu dessus et ça n'a pas plu. C'est la participation à ce désordre, mais elle suivait les choses de très loin. Mais quand je dis vos parents, je veux dire plus la génération. Est-ce qu'il y avait... Alors, avec les amis, avec les proches, les frères, les sœurs, ça a été une occasion de très vive, souvent l'occasion de très vives discussions. Ceux qui penchaient très fortement à droite, il y en a, ou ceux qui, moi j'apparaissais un peu comme le représentant d'un syndicalisme ou d'une réflexion
apaisé par rapport à ceux qui étaient infiniment plus radicaux. Donc, non, là, on en a parlé longtemps. Mais souvent, il y avait suffisamment d'amitié qui s'était créée pour que la discussion n'entraîne pas des ruptures. On l'arrête et puis on la recommence après. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné les conséquences personnelles et on va revenir là-dessus dans un instant, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez quelles sont les conséquences de cette crise pour la France, d'après vous en général, pour la France et pour la région d'Alsace aussi. Pour la France, c'est quand même le début au-delà des universités, c'est la continuation d'un très grand remue-ménage qui a fait son chemin. Au milieu du mois de mai 68, il y a eu les accords de Grenelle. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais par exemple, ils ont créé ce qui s'appelle la section syndicale d'entreprise. Or, la section syndicale d'entreprise est au centre aujourd'hui de l'un des dispositifs prévus par la loi sur le travail dont on discute ou contre lequel on manifeste aujourd'hui. Il y a donc là à la fois des institutions et des pratiques sociales qui sont apparues. Maintenant, il faut que les responsables, depuis mai 68, ils ont pris l'habitude. Il ne suffit pas qu'ils commandent ou qu'ils disent, il faut qu'ils s'expliquent. Et puis qu'ils écoutent un peu ce que les moins responsables souhaitent ou ont à dire. Donc là, je crois qu'il y a eu, dans la psychologie sociale, outre la chaîne des conséquences politiques ou syndicales, il y a eu une référence. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, les seuls qui font une référence massive à mai 68, ce sont les plus crétins des politiciens. Le député de ma circonscription, il s'appelle, je dirais son nom, Jean-Philippe Poisson, il est président d'un parti, un groupuscule chrétien-démocrate, et beaucoup de ses discours commencent, il est candidat à l'élection présidentielle, il faut en finir avec la pensée 1968, et il faut restaurer l'autorité. Ce sont des gens comme lui, ou comme ça, qui maintenant font ces références rapides, non transitives à mai 68. C'est-à-dire, ils sont complètement pris dans une sorte d'idéologie ou de cauchemar, mais voilà, mai 68, pour eux, c'était la fin de tout. Pas vrai. Les choses ont fait leur chemin. On a peu parlé de la vie quotidienne, mais mai 68, ça doit être analysé aussi au ras de ce qui s'est passé au niveau de la vie quotidienne. Il s'est passé des tas de choses. Je prends quelquefois des exemples. Le 1er mai, les institutrices de maternelle n'avaient pas le droit d'aller à l'école en pantalon. Le 1er juin 68, elles avaient droit d'aller à l'école en pantalon. Alors, les institutrices de maternelle, elles s'asseyent par terre, elles jouent tout ça, le pantalon, c'est bien plus commode. C'était interdit. Ça n'a plus été interdit. J'ai ici des journaux qui annoncent que désormais, il y aura dans les sous-sols de l'hôpital civil de Strasbourg, c'est une énorme institution hospitalière, il y aura des panneaux d'information syndicales et autres pour le personnel de l'hôpital. Jusque-là, il n'y en avait pas. On peut trouver ça ahurissant. Pendant quelque temps encore à Strasbourg, il y aura des écoles de formation des instituteurs catholiques et protestantes, catholiques filles, catholiques garçons, protestantes filles, protestants garçons. Ils se sont quand même un peu mêlés au cours de l'année 68 et bientôt ces
ces disparités n'existeront plus. Et je crois que, j'avais envie de dire aussi, je crois que mes filles, elles avaient 6 ans et 3 ans, ont un peu bénéficié de notre réflexion sur mai 68 dans l'éducation qu'elles ont reçue. Une fois, une de leurs grand-mères leur disait « fais pas ça, c'est mal ». Et ma petite fille a demandé, c'est quoi le mal? Alors on a dû expliquer à la grand-mère que nos petites filles n'étaient pas éduquées en fonction du bien et du mal, que les choses se passaient autrement. Puis on a essayé, bon, je sais pas, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais on a essayé d'avoir une éducation de dialogue et de confiance plus que d'autorité et de principe. Et ce qui s'est passé dans notre famille s'est passé dans beaucoup d'autres familles et ça a été, je dirais, facilité, accéléré, je dirais même autorisé, même si, parce que les gens pouvaient y penser, mais ils ne se le permettaient pas, par cette rupture ou ce hiatus là, qui s'est créé en mai 68. On pourrait raconter d'autres choses. Une chose qui est intéressante, c'est le sujet de l'identité régionale à Strasbourg. Est-ce que 68 a joué a mené à une renaissance peut-être dans la possibilité d'affirmer l'identité régionale en Alsace? Je ne pense pas. Cette identité régionale était présente, mais était un peu étouffée par le pouvoir et les institutions gaullistes et surtout l'idée qui régnait encore avant 70, pas de troubles, pas de division. Et puis le brouhaha politique qui s'est créé au cours de 68 et ses conséquences, il y a eu une réanimation de la vie politique en Alsace. Et quelque temps après, il y avait encore les gaullistes, mais il y avait aussi des socialistes, il y avait d'autres oppositions, il y avait aussi un parti, puis l'extrême droite est arrivée, mais là, il y a eu ça prêtait plutôt, je ne veux pas parler d'un alignement sur la situation nationale, mais ça a été, dans les conditions de l'Alsace, c'était quand même un réveil de la vie politique dans le bon sens, jusqu'au moment où les socialistes se sont retrouvés à la mairie de Strasbourg, moins dans les campagnes. Mais... Donc ça a eu un effet dans ce sens-là, de réinsertion d'une petite région. Mais ensuite, il y a eu toutes les réformes gaullistes, tout ça. Hein, on ne peut pas faire des instantanés. De réinsertion de l'Alsace quand même dans un ensemble plus vaste. Et puis surtout, on a... c'est comme une photo que je voudrais vous donner. Dans un pays conformiste et dans lequel on ne parlait pas beaucoup, en 1968, tous ceux qui avaient été pris de force dans l'armée allemande ne racontaient pas leur vie. Ça a commencé à partir de 1970-1972 qu'on a retrouvé la liberté de parler. Mais je pense que quand même, il y a eu quelques expériences. Il y a une semaine à Strasbourg, bien que j'ai dit que la bourgeoisie bougeait pas, qu'avec les ouvriers, le contact était difficile, les théâtres de Strasbourg ont été ouverts pendant une semaine. Et les théâtres de Strasbourg, toujours un temps magnifique, le soir, étaient archi-combles. Il n'y avait rien au programme. Les gens étaient là et les gens parlaient entre eux. Et c'était, j'y suis allé plusieurs fois avec ma femme, on était un peu ébahis. Bon, on l'a souvent dit pour mai 68, hein, la libération de la parole, mais ça s'est vérifié aussi à Strasbourg, Et ça, c'était... C'est bien de voir que ça a eu lieu ailleurs qu'au quartier latin, quoi. Ah oui, non, mais de toujours
des dimensions plus réduites. Mais à Strasbourg, il y avait j'ai parlé du recteur qui était un homme absolument remarquable. Même s'il n'était pas d'accord, j'ai encore le temps de raconter une anecdote sur le recteur. Le soir où il a été décidé d'évacuer, non, un soir où il y a eu des incidents dans le palais universitaire à cause des anciens combattants et des gaullistes, on s'était un peu battu, les étudiants étaient excités, énervés, il y avait des chaises, il y avait des bouts de bois partout. À 10 heures du soir, le recteur est venu, tout seul. Il a dit, je veux vous parler. Il a dit aux gens qui étaient là, encore très énervés, je veux vous parler. Et alors, on est allé dans un amphithéâtre, on pouvait être à 200, 250. Et le recteur s'est assis tout seul, ce vieux monsieur aux cheveux blancs, un baïen, je le vois encore. Et puis, il a dit aux étudiants d'une voix un peu basse, donc il fallait prêter l'oreille, vous êtes trop énervés, on ne peut pas parler dans ces conditions-là. On va faire quelques exercices. Il a pris un bâton et pendant 10 minutes, devant nous, mais en entraînant la foule, il a fait faire des exercices respiratoires. Et tous les gens l'ont fait. Calmez-vous, apaisez-vous, inspirez, soufflez. Des bavardages se sont arrêtés. Maintenant, je peux vous parler. C'était alors qu'il avait été agressé, il avait été injurié, il avait été critiqué, mais un personnage qui n'avait pas perdu le lien. De même que le maire de Strasbourg, c'était M. Pflimlin. Et Pflimlin, qui avait quitté la présidence du Conseil dans des conditions un peu dramatiques pour De Gaulle, était le maire et il était resté un peu, alors à l'ancienne, le père de la ville, à laquelle il s'adressait un certain nombre de fois pour essayer de rétablir le lien, l'unité, dire ce qu'il ne fallait pas faire. Non, il y a eu comme ça des personnalités qui n'étaient pas dans le milieu étudiant, qui ont contribué. Et ça pouvait se passer dans le contexte d'une ville qui faisait déjà 250 000 ou 300 000 habitants, mais qui a son centre, qui a sa tradition, qui se considère un peu encore comme une ville libre, impériale, vous savez, du XVIe siècle. Et c'est pour ça que ça a pris souvent un aspect municipal. On peut faire de la mauvaise sociologie. Donc, est-ce que vous pouvez résumer l'impact de mai 68 et votre expérience en 68 sur vous personnellement? Quel est l'impact sur vous? Sur moi, j'y ai gagné beaucoup de liberté dans le choix de ce que je voulais faire et de ce que je voulais dire au contact ou en marge des institutions ou des groupes constitués. Ça veut dire, c'était un peu un pas vers plus de liberté personnelle. Ouais. Et est-ce que ça a joué, est-ce que ça a été important dans votre carrière? Quand les 6 ans de mon contrat d'assistant sont arrivés à terme, on ne m'a pas retenu à Strasbourg. Donc, j'ai dû trouver du travail ailleurs. Dans ce cas-là, ça a joué dans ma carrière. J'ai eu la chance de trouver un intérim à Montpellier. Après, j'ai trouvé un poste de maître assistant à Genève. Mais à Genève, c'était une crise cyclique à Genève. Ils ont examiné les budgets. Ils ont trouvé qu'il y avait trop d'étrangers dans les instituts. Donc, j'ai été prié d'aller gagner ma vie ailleurs. Et là, la qualité de mes collègues, quand même, m'a permis de revenir à Strasbourg comme assistant. Et puis, l'université nouvelle était en marche, moyennant quelques manifestations, quelques meetings. Les assistants ont été
ça va vous sembler ridicule à vous aux États-Unis. Les assistants étaient titularisés, vous ne pouvez plus les renvoyer. Et puis après, ils devenaient maîtres assistants. Et puis là, ils étaient titulaires, ils étaient dans les... Et puis, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un poste qui est devenu vacant à l'école pratique des hautes études et que, alors que plusieurs fois je m'étais écarté, je n'avais pas posé ma candidature dans un certain nombre de cas, là j'avais décidé que je posais ma candidature. J'avais quand même des choses à faire valoir et donc je suis parti à Paris. Est-ce que 68 a joué dans vos recherches que vous avez suivies pendant votre carrière? Est-ce que ça a influencé, a un impact sur ce que vous avez choisi de faire? Oui, j'étais un peu toujours un peu partagé. Bon, je suis resté un historien du XVIe siècle, un peu pris dans l'érudition la morne érudition que ça exige, mais j'ai toujours gardé un pied dans la vie contemporaine. Alors, quand j'étais assistant ou maître assistant à Strasbourg, avec les étudiants de maîtrise, je les ai initiés à l'histoire sociale du XXe siècle et je les ai amenés. J'ai réinventé le voyage scolaire. Mes collègues se moquaient de moi, mais je les ai amenés, par exemple, à Sochaux et Montbéliard. On a passé 3 jours à travailler aux usines Peugeot, voir les ouvriers, les syndicalistes, les patrons, tout ça. Et puis, il y avait eu de très, très violents affrontements en Lorraine, à Longwy, à propos de la fermeture des usines d'acier. Et là encore, on a préparé ça pendant toute une année. J'ai amené les étudiants à Longwy, où on est resté 3-4 jours. Et c'est extraordinaire. Le dernier jour, on a organisé un meeting où il y avait les représentants syndicaux, les ouvriers, le curé, les patrons, les banquiers, tous ces gens-là il y a eu des incidents très graves, qui s'étaient plus vus, plus parlés. Il y avait le député depuis des mois. Ils sont tous venus. Et ils étaient un peu intrigués, des étudiants en théologie qui organisent ça. Et ce sont 2 étudiants qui ont organisé le débat et qui ont mené un beau débat de main de maître. Alors j'ai conservé l'habitude quand même d'avoir un œil sur la vie contemporaine, ou presque contemporaine. Alors là, maintenant, je deviens vieux, j'ai rédigé un premier petit texte autobiographique sur mes 2 années en Algérie. Et là, je voudrais en écrire un autre. Mais comme vous savez, il y a les contraintes de temps. Eh oui, malheureusement. On en a parlé un petit peu à travers l'entretien. Attendez, je devrais ajouter, je suis resté avec ma femme actif dans le monde pas tellement politique, mais dans le monde associatif. Et jusqu'à récemment, nous étions actifs dans la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Donc, il y a des élans qui se prolongent. X68 a joué là-dedans? C'était la confirmation, c'était un début. On n'a jamais arrêté, si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Donc, on a presque fini là, mais je voulais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure. Et c'est par rapport à l'histoire dominante de 68 dans la mémoire collective des Français. Donc, est-ce que, d'après vous, est-ce que cette histoire dominante résume suffisamment la diversité des événements de 68? Si on a diverses lectures, on retrouvera la diversité de 68. Mais trop fréquemment, dans l'histoire qui affleure dans les milieux, dans les médias, c'est trop fréquemment le privilège laissé aux scènes de violence, au portrait des leaders de 1968 qui ensuite ont fait leur chemin, quelquefois à cause de ça,
dans la vie politique, dans la vie médiatique, dans la vie syndicale, alors que moi, j'en suis un représentant et je parle de ceux qui n'ont tiré aucun bénéfice personnel, je crois, de mai 68 et qu'il faut continuer de faire leur histoire et s'intéresser à eux. Je pense aussi que au-delà de l'université, donc tout ce qui touche au problème de l'éducation et de la formation, les questions qui ont été soulevées en mai 68 sont devenues maintenant un bien commun qui est souvent, alors ce n'est pas identifié comme ayant été posé, des questions posées en mai 68, ça peu importe, mais il est vrai qu'on peut le faire, qu'il s'agisse des modalités d'apprentissage, qu'il s'agisse des finalités de l'enseignement. Voilà ce que je dirais sur la portée de 68. Ça ne vaut plus la peine de trop s'accrocher au spectaculaire, sauf que vous voyez, il y a des regrets qui s'expriment. Bon, les cortèges étudiants, un certain nombre de fois à Paris, ont été extraordinairement violents, mais c'est une violence tout à fait différente de celle que vous avez maintenant dans les cortèges parisiens, avec des intervenants totalement destructeurs chaque fois qu'on veut manifester en public, des choses qui sont devenues impossibles. Ça, je ne crois pas que ce soit l'héritage de 68. Non. Est-ce que vous croyez que, parce que vous avez mentionné tout à l'heure que 68 est souvent critiqué par certains hommes politiques, y compris Nicolas Sarkozy, très connu, par exemple, qu'il fallait liquider l'esprit de 68. Est-ce que vous croyez que cette critique de 68 est partagée par les Français en général? Les Français vieillissants et les Français qui écoutent trop ce qu'on leur dit à droite, parce que maintenant il y a toutes sortes de discours sur la nécessité de revenir à un système avec plus d'autorité marquée, des hiérarchies bien repérables, des principes applicables. Alors, oui, ils diront facilement que c'est 68 qui a détruit ça. D'un autre côté, quand on regarde les modes de fonctionnement sociaux dans les usines, un peu partout, on s'aperçoit que rien ne se passe plus comme ça se passait avant 1968. Et puis, non, j'allais dire une sottise. J'ai un texte ici, les étudiants de mai 68 à Strasbourg se sont préoccupés de l'armée et de leurs collègues qui faisaient leur service militaire. Alors, il y a eu des tracts, il y a eu une démarche dans les casernes. Alors, le programme de mai 68, c'était raccourcir le service militaire à 8 mois et ne plus avoir un souci obsessionnel de la discipline militaire en dehors du maniement des armes et de leur utilisation. Alors là, on peut beaucoup rire, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus d'armée de conscription. Là, c'est plus que l'exaucement de 68. Donc, une dernière chose pour finir. Donc, s'il fallait résumer les événements de 68 en une vingtaine, trentaine de secondes, comment vous le feriez? Les conséquences sur les jeunes générations, à la fois des 30 glorieuses, la France était reconstruite, elle était riche, la société de consommation avait pris forme, la société marchande avec tous ses
tous ces défauts que l'on commençait d'entrevoir. La guerre d'Algérie, telle qu'elle avait été conduite et avait conduit un certain nombre de jeunes à critiquer les appareils politiques qui les avaient mis dans des situations, qui avaient créé des situations impossibles et qui en fait avaient été conduits à l'échec. Et face à l'université, quand on s'est retrouvé devant l'université, c'était un monobloc qui ne trouvait pas les chemins de sa démocratisation. Les différentes critiques se sont focalisées sur l'université jusqu'à provoquer la crise universitaire qui reste pour moi l'essentiel de mai 68, mais en tenant compte de ce qui s'était passé dans les années précédentes, avec le souci des jeunes d'être pris en compte, le souci de ne pas avoir une université uniquement fonctionnelle en vertu de ses débouchés professionnels, mais une culture plus gratuite, des hiérarchies moins apparentes et moins oppressantes. Voilà comment je dirais les choses. Et ça a été quand même la mobilisation d'une partie de la jeunesse. Je pense souvent, c'est une partie de la jeunesse de France, ils étaient 300 ou 400 000 qui étaient en Algérie, ont contribué à faire échouer en 61 ce qu'on appelle le putsch des généraux qui s'est élevé contre De Gaulle. Je pense qu'un même nombre, un plus grand nombre d'étudiants et de jeunes adultes en 68 ont réussi à faire prendre en compte la nécessité d'un certain nombre d'évolutions et de décisions. D'accord, merci.